Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Et justement, après avoir rencontré plusieurs familles, un nom de structure du territoire revenait régulièrement sur le tapis, celui du S3AS, le service d'aide à l'acquisition en autonomie en milieu scolaire. C'est une structure qui s'adresse aux jeunes déficients visuels de 0 à 20 ans. Composée d'une équipe pluridisciplinaire, ils organisent un accompagnement personnalisé à chaque enfant tout au long de ces années. Il était donc grand temps pour l'Imaginoire d'en savoir plus. Et c'est précisément ce que nous vous proposons aujourd'hui. Au menu de cet épisode, 4 rencontres avec 4 membres du S3AS. Et ça commence maintenant. Bonne écoute. Jacqueline Jourdan, orthoptiste. L'orthoptiste, c'est la spécialiste de la fonction visuelle. Donc, il y a une partie oculomotrice, donc de l'orientation du regard. Et puis, il y a une partie également fonctionnelle dans l'activité. Comment est-ce qu'il se sert de sa vision ? Quelles sont les conditions qui vont faire qu'en classe, il va pouvoir utiliser ses capacités visuelles ? Quels sont ses moyens de compensation ? Donc, on fait un bilan pour connaître les capacités visuelles, leurs limites, et les moyens de compensation. Après cette phase d'évaluation, il y a une discussion en équipe des différents professionnels. C'est une équipe pluridisciplinaire et on va prioriser les besoins de l'enfant et l'intervention de ces professionnels en cours d'année scolaire. Souvent, ces enfants déficients visuels, pour compenser, se rapprochent. Ils font un agrandissement physiologique et donc tout petits, ils ont des postures avec des contraintes musculaires qui sont gênantes. Donc, on amène des plans inclinés. On amène des agrandis. Il faut leur proposer des informations visuelles auxquelles ils peuvent accéder plus facilement. Les loupes optiques, c'est un coût minime, je dirais, mais tout ce qui est un peu plus coûteux, il y a une demande auprès de l'Éducation nationale. C'est vrai que ce matériel peut être un petit peu limité, donc après, c'est les familles, quelquefois, qui amènent leur matériel. Par exemple, on a une jeune là qui avec un bras et avec une tablette d'une bonne qualité, qui peut accéder au tableau tout en étant placé au premier rang et puis pouvoir zoomer sur la photo qu'elle prend en vision de près. C'est personnalisé à chaque enfant en fait. Tout à fait, puisque déjà au niveau de la basse vision, elle n'est pas la même pour chaque enfant. Même s'il y a une pathologie qui est similaire, chaque enfant a sa propre sensibilité et réagit différemment au niveau de ses capacités visuelles et ses moyens de compensation. Ça veut dire forcément qu'il y a un travail avec l'éducation nationale, l'équipe pédagogique de l'école, ou du collège ou du lycée. On est en lien avec les professeurs, les enseignants, et puis lors d'équipes éducatives, tout à fait. D'ailleurs, dans notre équipe pluridisciplinaire, on a des enseignantes spécialisées. Là, on parle de basse vision, mais il y a aussi ceux qui sont en cécité. Nos enseignants spécialisés sont braillistes, donc il y a aussi une initiation. C'est vrai que les parents sont plus sensibilisés, il y a plus les professionnels aussi, les professeurs aussi. Il y a aussi l'intervention des AESH, les anciennes AVS. Donc ça aussi, on est en lien, on a des sensibilisations, nous, qu'on fait justement auprès des AESH. L'an dernier, on a fait une sensibilisation auprès des aides-soignants et infirmières. Et on l'a fait également auprès des parents, des professionnels et des classes selon la demande de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment important puisqu'on ne se rend pas compte de la basse vision de ces enfants quelquefois. Ça ne se voit pas et même les parents ont du mal à réaliser comment voit l'enfant. Alors, petite info que je rajoute maintenant, ces entretiens ont été menés en compagnie de Thierry Sabatier. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles, et on enchaîne avec un deuxième entretien d'une autre professionnelle du S3AS. Alors, je m'appelle Delphine, donc je travaille ici au S3AS.
donc en tant qu'ergothérapeute. C'est un métier qui fait partie des professions paramédicales. L'objectif principal de notre métier, c'est d'être axé sur l'autonomie et l'indépendance. Donc avec l'autonomie, c'est la capacité que la personne a à se gérer sur un plan plus cognitif, donc savoir ce qu'on doit faire, comment on s'organise pour le faire, etc. Et après, avec l'indépendance, c'est le côté où le jeune, on va voir pour l'amener à faire le maximum de choses tout seul. Donc voilà, se débrouiller au niveau des gestes du quotidien notamment. Et s'il a besoin d'aide, voir si c'est une aide en compensation, une aide technique, ou si c'est une aide humaine, ou voilà, voir ce qu'on peut mettre en place. Et le métier d'ergothérapeute, spécifiquement auprès d'un public de jeunes ou d'adolescents déficients visuels, concrètement, ça se... Dans l'ergothérapie, il y a l'aspect rééducation. Donc on va partir d'une évaluation pour mettre en évidence les capacités du jeune, sur lesquelles on va s'appuyer, pour les développer, et travailler aussi tout cet aspect compensation. Donc c'est vrai, quand il y a un des sens qui est défectueux, on va essayer de s'appuyer sur les autres, soit l'audition, le toucher, la sensibilité. Voilà, tous ces moyens de compensation qui vont apporter d'autres informations pour que le jeune puisse réaliser des gestes de plus en plus précis, qu'il puisse mieux se repérer. Et après, tout ce qui est dans les aides techniques, où on est aussi dans quelque chose de très spécifique, que ce soit les aides techniques numériques, les aides optiques, les aides matérielles, les petits objets qu'on peut utiliser dans le quotidien. Et après, on retrouve tout ce qui est aménagement aussi, au niveau du domicile, dans les conseils de l'habitat, pour se débrouiller tout seul. Donc nous, déjà, en fonction de la déficience visuelle du jeune, on va se dire, il y a tel matériel qu'on pourrait utiliser. On va se le faire prêter pour pouvoir l'essayer en situation avec le jeune. Et après, lui laisser à disposition aussi pour que lui puisse l'utiliser dans son environnement, dans son quotidien. Si c'est une aide technique pour une petite loupe numérique, pour voir dans les rayons, pour pouvoir lire les étiquettes, voilà, on peut l'accompagner là-dedans, dans une visite dans un supermarché, voir s'il arrive à se repérer, s'il arrive à utiliser les différentes capacités du matériel. Donc après, voilà, il y a vraiment un apprentissage avant de pouvoir acquérir le matériel, voir vraiment si ça correspond à ses besoins. Moi, j'avais cru comprendre en fait, que vous les accompagniez, dans le cadre de l'inclusion scolaire, en fait, vous les accompagnez dans leur projet de vie global, en fait, on va dire. Oui, ouais. Et justement, dans ce service, c'est vrai que c'est... Dans l'intitulé S3AS, c'est l'autonomie scolaire, ouais. Les 2 dernières lettres, mais du coup, c'est quand même plus large. C'est le jeune dans son environnement. Un jeune qui va avoir 3 ans, il n'aura pas du tout les mêmes besoins qu'un jeune qui a 16, 18 ans et qui va devoir se débrouiller, trouver un appartement, habiter seul dedans, se gérer au quotidien, que ce soit gérer son argent, gérer les courses, gérer le ménage, voilà. Donc il faut accompagner ça, et avec dans l'idéal de pouvoir l'anticiper pour qu'il soit prêt le jour où ça se présente et que son orientation professionnelle ou au niveau de son cursus scolaire évolue, quoi. Mais après, il y a aussi beaucoup tout l'aspect qui est autour de l'informatique, tout ce qui est apprentissage de l'ordinateur avec des techniques un petit peu spécifiques à la déficience visuelle. Et ça, c'est un accompagnement au long cours, parce que c'est vrai qu'on le commence en général tôt, ça peut être en primaire. Et après, là aussi, avec les études que les jeunes peuvent faire, parce qu'ils font des études complètement ordinaires, les besoins aussi évoluent avec des logiciels spécialisés, des techniques qui sont un peu plus complexes aussi. Après, ça vous oblige à faire comme une sorte de veille technologique, ou quoi ? C'est compliqué pour nous d'être toujours à jour des nouveautés, des évolutions de matériel, de gérer les incompatibilités aussi, que ce soit entre un Mac et un PC déjà. Donc, un lecteur d'écran sur un PC, ça va pas être le même qui va fonctionner sur le Mac. Enfin, ouais, c'est compliqué cet aspect-là. Et j'ai cru comprendre que certains matériels sont quand même très onéreux pour les familles, donc ça a un coût. Il y a une prise en charge. Alors ça va dépendre sur quel type de matériel on part, parce que c'est vrai que souvent on demande un ordinateur portable avec un logiciel qui permet de tout grossir, tout ce qu'il y a à l'écran, d'avoir du retour vocal, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est l'inspection d'académie qui les fournit, dans le cadre du matériel pédagogique adapté. Mais par contre, c'est vrai qu'ils nous fournissent des ordinateurs qui sont quand même pas très performants pour ce gros logiciel qui est assez lourd, qui lui est performant, et du coup c'est vrai que ça nous complique un peu le travail. Mais par contre, après, il y a certaines aides optiques où il y a un forfait qui est pris en charge par la sécurité sociale, enfin voilà. Et après, les parents aussi ont une aide chaque mois pour leur enfant, qui est aussi destinée à pouvoir acheter du petit matériel selon le coût, quoi. Voilà. Mais voilà, globalement, on arrive souvent, quasiment toujours, j'ai envie de dire, à faire financer le matériel nécessaire pour l'enfant. Après, c'est les délais d'obtention qui vont être quand même plus compliqués. C'est le moment pour cette émission de faire un petit break musical. Et pour ce faire, on retrouve Gus, à qui nous avions donné les clés de l'épisode 23 et qui depuis a affiné son jeu de batterie. Bonjour, aujourd'hui je vais encore vous parler de musique. Enfin, plus exactement, je vais vous faire écouter 2 morceaux que j'ai réalisés avec mon groupe. Dans ce groupe, il y a moi à la batterie et 2 amis de mes parents à la guitare et à la basse. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute.
Donc, je suis Mathilde Lermite, je suis instructrice en locomotion. Je suis formatrice en canne électronique aussi et instructrice en locomotion S3AS, donc de Valence, depuis 1 an et demi à temps partiel. On réduit pas la locomotion à la canne uniquement. Les personnes déficientes visuelles malvoyantes, on va développer au maximum le potentiel visuel résiduel, donc ce qui leur reste en vue, pour pouvoir mieux l'utiliser, que ce soit mieux interprété par le cerveau et que ça facilite les déplacements. Après, si le potentiel visuel résiduel n'est pas suffisant, effectivement, on amène une canne avec une technique de canne. Mais ça, c'est vraiment un élément de toute la prise en charge en locomotion, dans tout ce qui est analyse de carrefour, prise de repères, les traversées, prise de transport en commun. Les séances sont en extérieur, dans la rue, on marche, on intervient aussi parfois en centres commerciaux quand les besoins s'y prêtent. Mais si une personne déficiente visuelle commence à ressentir des difficultés dans ses déplacements, l'appel à un instructeur de locomotion va être vraiment une solution pour faciliter les déplacements, apprendre à mieux observer son environnement, par exemple habituer le cerveau à détecter, identifier ce que l'on perçoit et ce que l'on perçoit mal. C'est-à-dire qu'une personne déficiente visuelle, elle va avoir par exemple un panneau de signalisation, et selon sa forme, selon sa couleur, on l'amène à déduire ce que c'est, et la prochaine fois, le cerveau il va se dire tiens, je sais par mon expérience quel est ce panneau-là, et donc je sais mieux détecter d'où vient le danger quand je traverse, où je suis arrivée à tel ou tel endroit dans mon déplacement que je connais. Pour les jeunes que vous accompagnez, qui n'ont pas forcément encore besoin de canne blanche, de canne électronique ou d'un chien guide, est-ce qu'il y a des moyens, des techniques, des outils qui peuvent les aider quand même à se déplacer plus facilement, avec plus de sécurité? Il y a le GPS piéton, donc il va vous aider soit à localiser un magasin, soit à réaliser un trajet inconnu. Après, il y a le monoculaire, c'est une jumelle en fait, qui permet de grossir ce qu'on regarde à travers cette petite jumelle et, par exemple, savoir lire une plaque de rue, un numéro de bus, des horaires SNCF, par exemple. Il existe aussi, dans tout ce qui est nouvelles technologies, des lunettes. C'est une caméra qui est fixée sur ces lunettes-là et qui permettent de décrire, par exemple, la scène à la personne. Après, on a aussi des tablettes où on va pouvoir prendre une photo, par exemple, d'un prix dans une vitrine ou d'une plaque de rue qu'on va pouvoir agrandir pour mieux percevoir si ça nous aide à le percevoir. Il existe quand même pas mal de possibilités pour essayer d'aider la personne à se déplacer plus aisément au-delà de ce qu'on connaît, la canne ou le chien guide. Parce qu'un déplacement, c'est pas que se déplacer d'un point A à un point B, c'est aussi prendre des repères, savoir où on est, pouvoir anticiper les traversées, etc. Alors moi, j'enseigne la canne électronique, le Tompouce 3. C'est un boîtier qu'on appose sur une canne blanche traditionnelle. Il va envoyer devant lui des faisceaux laser et infrarouges. Ça va être renvoyé à la personne sous forme de vibration. Globalement, on va continuer à balayer de droite et à gauche avec la canne. Quand on reçoit l'information que ça vibre et que la canne est située à droite, c'est qu'il y a un obstacle, un poteau, une voiture à droite. Et tout en avançant, on sait situer où se trouvent les obstacles devant nous. Et en fonction, il va falloir chercher le passage libre, anticiper les obstacles, les toucher à distance, je dirais, et avoir un déplacement beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide que ce qu'on a avec une canne blanche traditionnelle où on va à l'encontre de l'obstacle, où à partir du moment où on cogne, on le contourne, on reprend notre axe de déplacement. Tandis que là, le déplacement à la canne électronique anticipe vraiment. Vous savez qu'il est devant, vous cherchez tout de suite le passage libre et vous pouvez le contourner. Ça évite le stress de cogner avec l'obstacle et puis ça évite de perdre son temps à cogner, contourner, etc. Ce qui est important que les passants
comprennent, c'est qu'une personne déficiente visuelle qui semble attendre pour traverser, il ne faut pas l'obliger à traverser. C'est-à-dire qu'on aborde la personne. Si la personne dit non, ça va, j'attends, ou enfin elle n'a pas à se justifier, on dit ok, merci, bonne journée. Il y a des personnes qui ont peur d'aller proposer de l'aide, ou au contraire, qui prennent la personne et hop, qui la déplacent de l'autre côté. Donc là, à ce moment-là, elle se retrouve complètement sans repère. Voilà, la question simple, est-ce que je peux vous aider, permet à la personne de trouver de l'aide si elle en attendait une, de la refuser si jamais elle n'en a pas besoin. Et puis après, ne pas hésiter à l'accompagner lors de la traversée. Le passant va proposer juste son bras. La personne déficiente visuelle va la tenir au-dessus du coude et hop, il traverse. Parce que c'est vrai que en cette période de Covid, les gens ont peur de s'approcher, ils ont peur de toucher les uns les autres, mais il faut garder notre humanité et notre aide aux personnes déficientes visuelles. C'est peu, et ça peut aider beaucoup la personne qui était en demande d'aide à ce moment-là. Vous êtes toujours à l'écoute du groupe de Gus, mais aussi de l'émission L'Imaginoire à l'écoute des familles. On en reste là avec l'interview de Mathilde et on enchaîne avec la dernière interview de l'émission. Rémi Gondre, je suis éducateur spécialisé. Ici au S3AS, j'occupe la fonction de coordonnateur de projet et de parcours. C'est-à-dire que je travaille avec 2 casquettes, une casquette d'éducateur et une casquette de coordonnateur. De projet et de parcours, ça veut dire que mon rôle vise à assurer une forme de cohérence entre les attentes de la famille, les objectifs de l'enfant, qui a peut-être envie d'apprendre certaines choses plus que d'autres, et puis les besoins qui ont été repérés par l'équipe. Moi, mon rôle, c'est d'articuler tout ça pour que ce soit cohérent et qu'on puisse monter un projet individualisé d'accompagnement, le PIA, qui vise à synthétiser un peu la proposition d'intervention qu'on fait à chaque enfant. Et coordinateur de parcours, c'est une dimension un peu plus externe, en lien avec les partenaires. Notre premier partenaire, c'est l'Éducation nationale. On intervient beaucoup dans les écoles. École, collège, lycée. Et moi, j'ai peut-être un travail un peu plus spécifique sur des partenaires occasionnels avec la protection de l'enfance, parce qu'il y a des familles qui avaient besoin d'aide dans leur fonction parentale. Donc là, moi, je peux être l'interlocuteur du service de protection de l'enfance. Il y a des situations pour lesquelles on est sur une orientation en établissement spécialisé. Par exemple, un institut d'éducation sensorielle qui est pour les enfants qui ont un handicap sensoriel et des troubles associés, souvent une déficience intellectuelle associée. Moi, je vais me mettre en lien avec cet établissement pour qu'il y ait une cohérence entre le suivi qu'on fait ici au S3AS et le suivi qui pourra être fait dans l'établissement suivant, qu'il n'y ait pas de rupture dans le parcours d'accompagnement. Nous, on s'arrête seulement quand le service suivant prend le relais. Je suis aussi éducateur spécialisé, c'est mon métier de base. Je fais un petit peu d'accompagnement éducatif sur certaines situations qui le nécessitent. C'est grosso modo aider un enfant, un adolescent à trouver sa place dans la société, ce qui signifie, selon l'échelle à laquelle on le prend, trouver sa place dans la cour de l'école avec les copains. Parce que quand on est déficient visuel, c'est pas toujours facile de s'intégrer dans les jeux des copains dans la cour, ou c'est pas toujours facile de retrouver les copains qui sont partis jouer à un bout de la cour et puis je sais plus où ils sont. Ça peut être avec des adolescents, réfléchir, déjà se projeter sur quel métier, quelle formation, quel parcours d'orientation. Ça peut être
l'accompagnement dans une cellule familiale du lien parent-enfant ou du lien entre les frères et sœurs. Parce que quand il y a un enfant différent au sein de la fratrie, quand il y a parfois de la culpabilité de la part des parents, quand il y a parfois du matériel qui est donné à cet enfant qui a le handicap visuel, un super ordinateur, un super smartphone, ça entraîne des jalousies, mais c'est pas juste parce que c'est l'enfant préféré, c'est parce qu'il a vraiment besoin de ce matériel-là, mais les parents n'ont pas toujours les moyens d'offrir un super ordinateur à tous leurs enfants. Voilà, donc là, moi, je peux être là aussi, dans la cellule familiale, pour essayer de fluidifier la parole, pour aider à prendre du recul. Voilà. Ça, c'est ma casquette d'éducateur. Et puis, j'ai une dernière casquette que j'avais oublié de citer en premier, c'est le référent insertion professionnelle. Donc, je suis le professionnel du service qui est un petit peu plus en lien avec les jeunes sur la question vraiment du choix du métier, l'orientation professionnelle. À ce titre-là, je suis en lien avec les référents insertion professionnelle de tous les S3AS de la région Rhône-Alpes. On travaille en réseau. Quand un jeune me pose une colle, je sollicite le réseau et puis ensemble, on réfléchit. Peut-être que quelqu'un a déjà rencontré cette situation et a une réponse à m'apporter, ou alors on réfléchit aux réponses possibles. Voilà, c'est un peu un rôle de personne ressource au sein du service pour les collègues et pour les jeunes sur ces questions de l'insertion professionnelle. Les familles, quand elles rentrent dans le service, nous témoignent souvent d'un petit moment ou d'un grand moment, selon les situations, d'errance. À un moment pendant lequel elles étaient avec leur enfant, l'annonce du handicap et pas de solution, perdues. Et malgré nos efforts, on peine à se faire connaître, à se faire reconnaître. Donc ce serait très utile que toutes les familles pour lesquelles il y ait l'annonce d'un handicap visuel pour leur enfant sachent qu'il existe un service médico-social avec une équipe pluridisciplinaire qui peut les aider pour prendre leur place de parents avec cet enfant déficient visuel, qui peut aider leur enfant à acquérir les compétences qui lui seront utiles dans sa vie future, qui peuvent aider l'enfant dans sa scolarité et les écoles dans les adaptations nécessaires pour que la scolarité se déroule au mieux. Voilà, ça, c'est les missions générales des S3AS. Donc, c'est important que les familles le sachent. Si elles ne savent pas à qui s'adresser pour savoir quelle est l'adresse du S3AS dans mon département, il faut s'adresser à la MDPH du département qui connaît ces services et qui peut orienter, donner l'information. Petite précision. Il y a un S3AS dans chaque département de l'ancienne région Rhône-Alpes et dans beaucoup d'autres départements. Toutefois, tous les départements de France n'en ont pas. Et il peut arriver qu'une MDPH ne sache pas répondre aux familles. Il peut être utile, dans ce cas, de se tourner vers les associations qui connaissent aussi les acteurs de terrain. Il y a par exemple l'ANPEA, l'Association nationale des parents d'enfants aveugles et malvoyants. Et c'est ainsi que se termine cette 27e émission de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Merci à Jacqueline, Delphine, Mathilde et Rémi. Des entretiens menés par Thierry Sabatier et Sébastien Roblin de l'association Résonance. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission ou découvrir les émissions précédentes en vous rendant sur le mixcloud.com/l'imaginoire. LIMAGINOIR. Vous pouvez également nous rendre visite sur notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire. L'Imaginoire est un projet soutenu par la CAF Drôme, la Fondation FDJ et l'Archipel des Utopies. À très bientôt pour une nouvelle émission.